sommes à Magog avec Eric Fromm, qui vous êtes donc astrologue professeur de l'astronomie depuis une trentaine d'années, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que ça nous ramène en 78, en 78, oui. Quand je suis revenu d'Afrique, j'ai enseigné 2 ans en Afrique. Ma conjointe de l'époque m'avait dit j'aimerais aller voir un astrologue en venant. Je lui avais dit les astrologues, tu sais, hein. Et finalement, j'ai bien aimé. Et ça, on était en 73. Oui, c'est ça. Et ça m'a pris 5 ans avant de décider de l'apprendre par moi-même. Et là, ça a été sans fin. Depuis ce temps-là. Donc, un gros 30 ans, 31 ans. Donc, bon, vous me disiez que les astrologues étaient un peu indépendants, mais enfin, vous avez été quand même en contact avec les milieux astrologiques. Au départ, quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, à Montréal, il y avait 2 mouvements. Il y avait un mouvement anglophone et un mouvement francophone qui voulait se former. Montreal Society. Oui, c'est ça. Et c'était assez extraordinaire parce qu'il faisait venir de très grands noms à Montréal. Dont Robert Hand, ils ont tout passé. Comment on l'appelle aussi, Alan Hawken, que j'ai vu 2 fois. On faisait plus des grands noms. Vous parlez de la fin des années 70, là? Oui. Ouais. Et à ce moment-là aussi, il y avait il y avait 2 Français qui étaient ici, Philippon. Oui, que j'ai bien. Il y avait, c'est ça, Madame Chonu et M. Philippon. Oui, c'est 2 individus que j'ai beaucoup aimés. Oui, je les ai rencontrés, je les ai filmés. Et ils étaient des piliers pour Orient, qui avait été fondé par Mme Herzig. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même le couple Hirsig qui arrive, justement, on en a parlé hier, ils arrivent au milieu des années 50. Mme Herzig n'est pas tellement connue. Je l'ai rencontrée peut-être à 2 reprises. Si vous lui avez demandé du temps où je fréquentais Nicole et Michel, elle ne m'aurait pas reconnu ou connu. Mais Michel et Nicole, eux, j'ai travaillé avec eux. C'est avec eux aussi d'ailleurs qu'on a fondé l'Association canadienne des astrologues francophones. Ça a été fondé en partie par des Français, en fait. Oui. Il y avait Thérèse de Bernard. Oui, Thérèse de Bernard. Oui, il y en avait un autre aussi, André Pepin, qui était là. Pepin, oui. Il était là, lui, avant même mon arrivée dans l'astrologie. Il y avait à Montréal, il y avait des types comme Donatien Gravel, André Pepin, qui ont même été... Le fameux Gazon. Gazon, oui, qui ont même fait une nuit ou 2 de prison là, sous Jean Drapeau, parce que l'astrologie avait été déclarée illégale. Oui, j'ai entendu dire ça. Oui. Mais ça remonte à très loin. Enfin, oui, les années 60, peut-être. Très, très loin, tout est relatif. C'est pas l'époque de Notre-Dame, puisque... D'accord, bon, on a constitué. Donc vous avez été un petit peu impliqué là-dedans. Oui, à ce moment-là, moi, tout était prétexte à faire de l'astrologie. C'était prétexte dans quel sens, prétexte? Dans le sens que on se réunissait dans les maisons des gens qui voulaient apprendre l'astrologie. On se réunissait à l'arrière de boutiques de librairies, des librairies qui n'existent plus aujourd'hui d'ailleurs. Ben, la fameuse librairie de M. Chaillet, je crois aussi. Il y avait... Soleil-Lune? Ou Lune-Soleil ou... Il y en avait une. Soleil lunaire. Mais il y en avait une aussi sur la rue Saint-Denis qui s'appelait Latanard. Oui, oui, ça m'intéresse d'évoquer ces choses-là, monsieur. Et qui n'existe plus aujourd'hui. C'était une de mes librairies favorites. Il existe encore la librairie Pentagramme. Et Jean Smith, son propriétaire, est mort de façon soudaine. Sa femme continue. Et il y a toujours la bibliothèque ésotérique de la rue Saint-Denis qui existe, mais elle a changé de nom. Elle porte aussi un autre nom, le Nouvel Âge. Nouvel Âge, Quartier Latin. En face du commensal. En fait, elle s'appelle même plus Nouvel Âge, elle s'appelle Quartier Latin maintenant. Bon. Avec M. Charbonneau, notamment, qui s'occupe de... Alors, et à ce moment-là, on s'est regroupé, alors mon Dieu, combien de dimanches pour fonder cette association. De quoi on discutait? Des statuts? Oui, des structures. Et on en profitait pour bruncher aussi tous les dimanches. On allait chez les uns et les autres. Oui. Ça a été vraiment, pour moi, des beaux souvenirs. Très beaux souvenirs. Mais ça a duré le temps que ça a duré. Ça a duré peut-être 5-6 ans. Il y avait Axel Harvey avec vous? Il y avait Axel, mais Axel ne faisait pas partie des... Il était plutôt anglophone quand même. Oui, Axel, lui, travaillait déjà beaucoup avec les Américains et avec le côté anglophone. Ben oui.
Donc vous avez été au fameux congrès de 87 à Montréal? Ah oui, oui. Ah oui, j'étais encore un peu un novice, même si ça faisait déjà 9 ans que j'en faisais. Mais j'ai pu à ce moment-là donner moi-même une conférence. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Peperti. Tous les grands noms. Sondag. Il y avait Marc Berriot qui était beaucoup en arrière de ça. Et il y avait aussi tous les gens qui avaient plus de métier que moi à ce moment-là. Il y avait sûrement Michel Nicole. Et ça a été toute une aventure. Ça a été le plus beau congrès au PGS. Et depuis, il n'y a rien eu d'important depuis 22 ans? Marc et moi avons essayé, il y a peut-être 5-6 ans, mais il s'est produit des événements qui n'ont pas permis de mener. Au début du XXIe siècle, vous avez essayé de faire quelque chose? Marc a voulu faire. Oui. Puis moi, il m'avait demandé de l'accompagner. Moi, je crois qu'il m'en avait parlé à l'époque. Il m'avait dit, vous devriez venir, je sais pas. Moi, je lui avais dit d'accord. Puis finalement, de fil en aiguille, les choses ne se sont pas manifestées. Alors qu'en France, ça a pris vraiment, ça s'est ancré. Hein. D'ailleurs, c'est à la suite de ça que je suis venu en France. Parce que quand on a vu que ça se faisait... Sonnette ici. Oui, c'est possible. Peut-être rêvé, mais j'ai entendu. Je ne connais pas le nom, comment elle est votre sonnette, mais j'ai entendu que... Je suis descendu En France, voilà, exactement, c'est ça. Et j'ai donné une première conférence. Mais c'était à la suite. Vous avez rencontré Madame... Attendez, parce que avant d'aller en France, vous aviez rencontré Madame... Franchon qui était venue ici. Donc finalement, c'est quand même elle qui vous avait déjà un petit peu penché. Et puis quand je faisais un voyage en France, qui a donné aussi en même temps que leur colloque, et puis on me recevait... Vous parlez de colloque, vous appelez le colloque? Un colloque, ou en tout cas, je ne sais pas exactement. Vous étiez au colloque de Montpellier? Oui, en 2000? Oui, avec la conjonction Au Corum, là, dans ce grand truc. Oui. Moi, j'y étais aussi. Ah, on s'est croisés sans se voir. Oui, c'est ça. On s'est croisés là-bas. Et à la suite du colloque, il y avait des séminaires qui se sont suivis. Oui. Je ne suis pas allé. Et moi, le colloque, par contre, j'y étais. C'était un colloque assez spécial, je crois. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de... Ah oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, il y a eu un petit CD qui a été distribué, c'est ça? C'est possible. C'était dans le cadre de la FAES, c'est ça, de la Fédération de l'astrologie d'Europe du Sud. Un des thèmes, c'était la conjonction Jupiter à Saturne de ce moment-là, ou c'était peut-être l'année d'après ça. Je ne sais pas parce que je suis allé 2 années en ligne. Non, mais il y a eu un seul colloque, mais après il y a eu plusieurs universités, on appelle des universités d'été. Oui, c'est ça. Alors je suis allé à 2 et j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais vraiment beaucoup. Justement, tout à l'heure, je vous demandais d'évoquer un petit peu... Moi, j'ai découvert beaucoup de choses dans ma vie, mais pas ça. C'est-à-dire que je suis pas... Je n'ai pas découvert ce genre de choses. Les gens sont en... C'est pas comme un colloque, c'est-à-dire que c'est... Enfin, moi, j'en ai organisé moi-même de mon côté, mais c'est... les gens sont à résidence, ils sont dans un endroit, et puis pendant 8 jours, ils se voient, ils vivent ensemble, avec des élèves. Oui, mais là, c'est pas ça. Non, comment c'était organisé alors? Ah ben, il y a des élèves, oui, c'est oublié les élèves, mais c'est surtout des gens qui sont intéressés par l'astrologie, qui s'inscrivent, comme on fait aux États-Unis à l'heure actuelle, ils s'inscrivent à des colloques et ils choisissent des ateliers auxquels ils il y avait des ateliers simultanément. Oui. C'est ça, c'est vraiment le modèle américain. Oui. Et le modèle américain, c'est souvent sur 8 jours. Oui. Donc ils ont fait... Là, c'était sur, je ne me souviens pas, ma foi, c'était sur 3 jours, 4 jours, pas plus. Ah, d'accord. Mais c'était très bien. Il y avait beaucoup de conférenciers, de marques. J'ai la liste d'ailleurs. D'ailleurs, je vous ai apporté un livre à ce sujet que j'ai fait. Un guide des astrologues où je recense tout ce qu'on a organisé. Je vous en laisser un exemplaire, parce que vous êtes quand même un ancien. Et moi, bien, mon intérêt, maintenant, c'est d'enseigner et essayer, là, de plus en plus, je veux essayer de moins enseigner à des petits groupes et essayer de développer des ateliers qui vont attirer des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés à s'inscrire dans un cours de 4 ans, mais qui veulent en savoir un peu plus que juste seulement une consultation.
Alors, Je vais être encore des visions, j'entends une sonnerie là. Oui. Pas le téléphone? peut-être, on les laisse faire. Je sais pas, je ne connais pas au téléphone. Non, c'est pas le C'est téléphone. peut-être un sifflement comme ça qui vient de... Ah, c'est possible que ce soit un oiseau qui a exactement le même bruit qu'un téléphone. Donc, je préfère ne pas faire attention, c'est à vous de voir. On va essayer d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que vous définissez comment par rapport à l'astrologie, quelle est votre sensibilité, vous êtes humaniste, vous avez une étiquette, je ne sais pas, comment on peut vous situer? Mes recherches portent beaucoup sur les niveaux de conscience. Bon. Alors, évidemment, il y a eu des gens comme Maslow, même Rudyard, Jung, Maslow, oui, sur le niveau des différents types de besoins. Alors, même Abraham Maslow qui a étudié 4 niveaux de besoins. Et il connecte avec l'astrologie? Ah mon Dieu, Jung s'est branché, Jung et Rudyard se sont inspirés aussi des recherches de ces sociologues. Mais Maslow lui-même n'est pas astrologue. Non, c'est ça, pas du tout. Non, c'est ça, c'est comme c'est lui qui a identifié qu'il y avait 4-5 grands niveaux de conscience, grands niveaux de besoin. Et à partir de là, on a parlé qu'on a graphié des niveaux de conscience. Ouais. Mais mon auteur favori depuis quelques années, c'est Camille Bell, qui a poussé ça beaucoup plus loin. Alors, il a conservé les 4 grands stades de conscience, mais il se subdivisé. Comme pour le niveau individuel, il y en a 2, et le niveau transpersonnel, il y en a 4. Alors moi, ce qui m'intéresse, M. Brown, parce que on en a parlé beaucoup pendant ces derniers jours, c'est la jonction qui peut se faire, et comment elle se fait entre l'astrologie et des techniques thérapeutiques ou des analyses psychologiques. Vous les intégrez, vous les étudiez, vous les combinez, vous les juxtaposez? Je les intègre à l'intérieur de mes consultations. Moi, je considère dans votre consultation, mais pas forcément de l'astrologie. Et là, quand j'enseigne l'astrologie aussi. À l'heure actuelle, les ateliers que je développe, j'en ai développé 3 à l'heure actuelle. Un sur les signes du zodiaque, un sur le soleil et un sur la lune. Et dans chacun des ateliers, je présente les signes et les planètes à différents niveaux de conscience. Alors, c'est quoi le soleil au premier niveau de conscience, au deuxième niveau de conscience, troisième, quatrième. Je sais très bien qu'on peut aller plus loin. Parce que, comme je vous ai dit, les stades de conscience peuvent se subdiviser. Le niveau individuel 2 et le niveau transpersonnel 4. Et quand je reçois des clients, moi, ou quand j'enseigne, mais quand je reçois des clients, je suis encore probablement un des rares astrologues dans le monde qui prend 2 heures à analyser la carte du ciel sans la présence du client le matin. Et je passe 2 heures et demie avec dans l'après-midi. Et mon objectif, les 20 premières minutes, je le questionne à partir de l'analyse que j'ai faite ou à partir des préoccupations qu'il m'a transmises au téléphone. Et selon l'intuition que j'ai d'où il est rendu lui-même dans son processus d'individualisation, me positionne par rapport à ça. Alors, si la personne qui me dit quelle est ma mission, mais je sais très bien qu'ils dépassent un peu le niveau individuel, qu'ils sont déjà rendus dans le niveau transpersonnel. Pour avoir une mission, il faut s'être un peu individualisé, non? Je veux dire, avant de pouvoir rayonner avec les autres étoiles, il faut devenir une étoile, dans le sens symbolique du terme. Avoir dépassé le stade du soleil. Donc, si je peux résumer ce que vous me dites, vous n'utilisez pas que l'astrologie, vous essayez déjà de défricher au niveau du niveau de conscience de la personne, et après vous passez à l'astrologie. Oui. L'astrologie ne vous permet pas de déterminer le niveau de conscience. Non, l'astrologie est un outil que je vais utiliser une fois que je vais avoir une intuition du niveau de conscience de la personne. Et on ne peut pas recevoir les gens plus loin que l'on est soi-même. Hein? Et à l'heure actuelle, en termes d'humanité, et on va le voir dans les années qui viennent, on est sur le point d'entrer dans le premier niveau de conscience transpersonnelle, soit la conscience chamanique, la conscience écologique. Ce qu'on appelle le mysticisme de la nature. Donc, parce qu'il y a une famille d'astrologues, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, il y a une famille d'astrologues qui, au contraire, elles, vont vous dire je prends le thème pour savoir qui est la personne, quel est son niveau ceci, quel est son niveau ceci. Voilà, c'est ça. Impossible. Mais c'est quand même
Alors, effectivement, donc vous utilisez des techniques qui ont été élaborées par d'autres. Vous pouvez très bien avoir, parce que dans le premier exemple, vous pouvez très bien avoir le thème d'un chat, là, qui vous dit que ce n'est pas le thème d'un chat. Il faut que vous rencontriez la personne. Oui, bien sûr. Mais pour poursuivre, parce que c'est quelque chose que j'ai très à cœur, les ateliers que je développe, puisque je veux rejoindre un grand nombre, j'utilise l'image. Alors, des centaines d'images pour chacune des ateliers. Et ces images, comment vous les... Qui viennent expliciter les différents symboles que je présente. Par exemple, si je présente la Lune au premier niveau de conscience, qui est le maternage, qui est la capacité de créer, de materner, eh bien, je vais avoir des images de femmes qui portent un enfant, qui l'allaitent, qui l'amènent à maturité. Vous êtes photographe vous-même ou vous êtes... Il y a beaucoup de ressources à l'heure actuelle où on peut puiser des images. Vous avez une collection comme ça d'images. Et alors, qu'est-ce que vous demandez? Vous voulez présenter à la personne ou vous lui demandez son commentaire? Comment ça se passe? À quoi ça sert ces images? À présenter au lieu de... À illustrer? Oui, à illustrer, voilà. Au lieu que, vous savez, ça évolue encore dans ce niveau-là, mais longtemps on a dit qu'il y avait deux types d'apprentissage. Il y avait visuel et auditif. Si vous lisez des livres, la plupart du temps, c'est uniquement auditif. Très peu pour les visuels. Alors j'essaie de rejoindre de plus en plus une clientèle qui peut-être apprend davantage par l'image que par les concepts. Mais je vous poser une question un peu. Est-ce que les gens, ils ont conscience de cette... Bon, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'ils ont conscience... est-ce que vous leur dites leur niveau de conscience, si on peut dire? Non. Non, ça c'est pour votre travail personnel. Oui. Mais quand vous leur demandez, par exemple... Parce que moi, actuellement, j'essaie vraiment de comprendre comment travaillent les astrologues. Donc on pose des questions un petit peu plus pointues. Quand vous travaillez à quoi vous savez, l'astrologie humaniste, à mon avis, c'est principalement du empowerment. C'est-à-dire, on rend aux gens leur pouvoir. Ah oui, empowerment. Okay? Et ça veut dire que, symboliquement parlant, on incite les gens à partir de la circonférence du Soleil pour aller au cœur du Soleil. Et lorsqu'on est rendu au cœur du Soleil, ça veut dire qu'on est en mesure de créer ce qu'on a fait. Je vais vous poser une question donc plus... Et à ce moment-là, symboliquement parlant, on devient une étoile. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous aimez bien cette idée de faire une étoile. Mais une étoile en soi, c'est briller sur rien, ça ne donne pas grand-chose. Alors c'est là que ça devient très intéressant de se joindre à d'autres personnes. Faire une constellation. Oui, voilà. Une constellation. Et c'est pour ça que des endroits comme à Pavalas-les-Flots, où je suis allé il y a quelques années, ou encore au colloque dont vous mentionniez tout à l'heure, je trouvais ça extraordinaire parce que moi, je ne maîtrisais pas encore l'astrologie, peut-être un peu plus à Pavalas, mais je suis en présence de personnes qui Palavas, et qui rayonnent énormément là. Et ça, c'est un vrai plaisir. Le plaisir, c'était d'être avec d'autres astrologues? C'était quoi le plaisir? Et surtout de faire la promotion d'un outil que je trouve... de transmettre. Je ne trouve pas de meilleur outil. Vous savez, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Richard Tarnas. Oui. Un PhD aux États-Unis qui, malheureusement, son merveilleux livre Psyche and Cosmology n'a pas été traduit. Oui. Mais lui, il est parti dans ses recherches pour faire mentir l'astrologie. Hein? Oui. Et rapidement, il s'est dit n'importe qui se donne la peine de l'étudier, finit par adhérer. C'est un outil extraordinaire. Je voudrais vous poser deux questions. Je vais commencer par la deuxième. Quel profit les gens peuvent espérer tirer de cette rencontre avec l'astrologie telle que vous la présentez? Connaissance de soi. Est-ce que ça va régler leurs problèmes? Est-ce que ça va les faire avancer? Parce que moi, le grand problème actuellement, parce que regardez, par exemple, les psychologues, eux, ils parlent de thérapie, ils parlent de traitement, ils parlent d'un travail qui est fait avec la personne. Et là, on a l'impression qu'on parle surtout de cognition. C'est-à-dire, voilà, vous allez vous connaître, on va vous dire des choses à votre sujet qui vont éclairer, et ça va suffire à vous faire avancer. Oui. Ce sont deux démarches. Vous savez, si je rencontre un client qui, comme n'importe quel astrologue, si je rencontre un client qui me dit que
personne ne va pas bien dans son couple, est-ce que je vais me divorcer, est-ce que je vais me séparer, j'aimerais qu'on en parle. Moi, je me refuse d'embarquer dans des dialogues de ce genre, mais je vais voir dans sa carte du ciel, si, exemple, si Uranus passe sur la justesse des ascètes, je vais voir qu'il y a une remise en question de sa relation. Possiblement. Oui. Peut-être. Oui. Et à partir de là, déjà là, il sait qu'il n'est pas fou. Je lui dis que l'existence lui demande de réouvrir le contrat original de sa relation. Vous êtes en train de dire qu'effectivement, le sentiment qu'il a qu'il se passe quelque chose, il n'est pas fou. C'est confirmé. C'est confirmé. Comme hier, j'ai rencontré une... C'est très rare que j'ai des très jeunes comme ça, mais une jeune de 18 ans qui finalement a abandonné le cégep l'an passé. Et sa mère... le cégep, c'est le collège de... C'est les 2 ans qui précèdent l'université ici. Oui, il faut bien préciser parce que tout le monde n'est pas. Alors, c'est un collège. Alors, elle avait vécu l'an passé un carré Uranus-Soleil. Donc cette année, Saturne-Soleil et aussi Neptune-Soleil. Alors je lui ai dit que c'était un peu normal, ce besoin de se distancer des choses qui correspondent à une énergie qu'elle ne considère pas être la sienne. Oui. Et à partir de là, maintenant, je lui dis, ça ne suffit pas, c'est maintenant. Il faut que tu restructures ce que tu as brisé, ce que tu as décidé de laisser de côté, là, pour 18 ans. Là. Hein? Vous lui avez parlé à cette jeune femme. 3 heures de temps. 3 heures de temps. Et c'est toujours mettre les gens dans leur pouvoir. Comme tout à l'heure, quand je vous disais que la personne, je lui dis, il y a des ajustements qui sont nécessaires dans votre relation. Ça ne veut pas dire qu'elle va se séparer. Mais au moins, elle sait qu'il y a des ajustements qui sont requis. Mais ce qu'elle va en faire, elle a un puissant libre arbitre. Alors, c'est là qu'elle décide d'aller à gauche ou à droite, foncer, pas foncer. Ça m'appartient pas. Donc, excusez-moi, j'essaie de comprendre. Donc, vous avez une démarche quand même qui est, non pas événementielle, mais enfin, qui est quand même liée au temps qui passe, à certaines configurations, à certaines échéances. Absolument. C'est pas une astrologie purement psychologique, c'est une astrologie qui confronte la personne à des moments de la vie qui sont décisifs. Oui. Voyez-vous, puis il y a des amis, vous qui aimez l'histoire, il y a des liens qu'on peut faire avec l'histoire. Comme hier, j'ai mentionné à Demoiselle, tu sais, j'ai dit, tu es né au moment où, 1 an après qu'on a dissous le mur de Berlin. En 90. Oui. 1 an avant le système soviétique s'effondre. Oui, alors, dans ta carte du ciel, il y a Uranus, Neptune, dans le Capricorne. Alors, en maison 4. Alors, c'est tout à fait normal qu'il y ait en toi un désir de dissoudre ou de te révolter contre les racines dans lesquelles tu es. Oui, ça lui parle, ça. Oui. Bien, elle n'était pas née à ce moment-là. Oui. Mais elle venait au monde à ce moment-là. Enfin, elle sait que c'est... Mais elle est dans cette énergie. Voilà. Oui, c'est intéressant. Oui. Et tous ces planètes personnelles étaient en opposition à ça. Alors, elle doit intégrer ça. C'est ce que j'appelle l'empereur. Je remets les gens dans leur pouvoir. Leur façon de vivre, leur façon de créer, leur façon de s'affirmer, pas celle de la société dans laquelle ils sont nés, qui leur dit de faire ceci ou de faire cela. Ben, ils doivent composer avec la société, on doit composer avec elle. Absolument. Et la société qui est ce qu'elle est. Et on doit essayer de faire mieux. Comme il faut penser avec notre corps qui est ce qu'il est. Quand quelqu'un naît avec un corps qui est malade, très bientôt, on va être face à des défis très grands dans les années qui viennent. Vous savez qu'entre 2012 et 2015, à mon avis, ce qui va être demandé va être aussi, en termes de transformation de société, aussi grand que la Révolution française et la Révolution américaine. À mon avis. Donc vous êtes vraiment un astrologue qui est un astrologue qui est vraiment demandeur d'une astrologie qui donne des repères dans le temps. Il donne des repères dans le temps. Parce que les astrologues humanistes normaux, ils ne sont pas forcément comme ça. L'astrologie humaniste, c'est une astrologie qui essaie de mettre les gens en contact avec leur potentiel de naissance. Donc, empowerment. Vous utilisez, leur progression Très peu les progressions. Je les utilise uniquement pour les conjonctions.
j'avais l'impression que c'était pas votre truc tellement. Oui. J'utilise les progressions uniquement pour Autrement, les vous utilisez conjonctions, plutôt les transits. Parfois, mes clients qui viennent me voir là, de façon régulière, la révolution solaire, si l'heure de naissance est exacte. Oui. Donc votre outil principal, une autre c'est Le transit. transit, c'est ça. Et donc là, vous étiez en train de nous parler quand même de c'est intéressant, des grands défis, des grands changements qui se profilent. Les grands changements qui se profilent, on va y échapper. Là. Vous allez avoir des mouvements planétaires qui vont ressembler à ceux qui ont visité il y a peut-être quelques centaines d'années. Et où on avait Uranus en carré de Pluton. D'ailleurs, dans le Bélier et le Capricorne, et aussi Saturne dans la Balance. Là, vous prenez un risque important, là. Enfin, je veux dire, vous vous mouillez, là. Oui, mais comme dit Richard Tarnas dans son livre, il est beaucoup plus facile de faire de l'astrologie a posteriori qu'a priori. Non, mais c'est méritoire, mais c'est pour non, aussi, il faut regarder, il faut sentir le temps. Regardez ce qui se passe au niveau de la planète. Regardez ce qui se fait au niveau de la répartition des richesses mondiales. Regardez ce qui se fait au niveau de l'eau. Regardez ce qui se fait au niveau de l'air. Regardez ce qu'on fait à la planète. Il est très facile de voir qu'on s'en va très rapidement vers un mysticisme de la nature. Très facile. Ou on conscientise rapidement qu'on fait un avec la Terre, ou elle va nous faire taire. Non, mais si vous voulez, le problème, bon, question, comme vous le disiez tout à l'heure, tout n'est pas dans l'astrologie. Donc on peut très bien considérer que ces choses-là existent et que ces problèmes-là se présentent. Ça ne veut pas dire forcément que l'astrologie soit concernée par ces problèmes-là. Non, l'astrologie, c'est... Comme vous disiez au moment, c'est un cadre, c'est un arrière-plan qui est celui-là. Voilà, qui permet d'intégrer tous ces grands mouvements-là. C'est l'astrologie qui est le background ou c'est l'astrologie qui se situe dans le background? On pourrait avoir un débat intéressant sur ça. Parce que c'est la question de savoir si l'astrologie doit être interprétée à la lumière de l'environnement dans lequel les gens vivent, ou est-ce qu'elle-même détermine un environnement dans lequel tout le reste se met en place. Oui, même titre que la psychologie doit être interprétée aussi à la lumière de ce que l'on vit aujourd'hui. Si on retourne dans les années 60, avant les années 60, où c'est l'Église, c'est la société qui nous disait quoi faire, quand faire, on n'avait pas tellement besoin de se prendre en charge comme individu. La société nous disait quoi faire. Maintenant, en psychologie, on doit aider les gens à comprendre qu'ils sont leur propre source d'émancipation. Mais est-ce que vous pensez que l'astrologie quand même, c'est une très vieille discipline qui laisse entendre quand même qu'il y a des choses qui reviennent en permanence. Oui, elle n'est pas forcément liée à la fin des temps ou à la fin de quoi que ce soit. Elle est des cycles qui sont permanents. L'astrologie, telle qu'on la connaît, va se terminer quand notre système solaire va se terminer. Oui, donc c'est pas d'hier, enfin moi qu'il y ait une explosion. Donc il n'y aura peut-être plus personne pour l'interpréter à ce moment-là. L'astrologie, elle dépasse quelque part les contingences, dans l'absolu, elle dépasse les contingences du moment. C'est un outil qu'on prend de nombreuses années à utiliser pour être capable de le faire parler. Et c'est ce que Tarnas a découvert dans ses recherches avec ses enfants-là. Moi, je vais relire ce livre que j'ai acheté, mais je n'ai pas encore. Parce que lui, il remonte vraiment dans le temps. Là. Il fait des liens quand vous dites que vous vous étirez, c'est évident. Ça a été très facile d'interpréter les événements du 9/11 aux États-Unis une fois que ça s'est produit. Là, hein? Mais quand même, les planètes étaient parlantes, très très parlantes par rapport à cet événement-là. Justement, à ce sujet, il y a une espèce de petite difficulté un petit peu logique. C'est le problème de la cause et l'effet. Parce que, effectivement, il s'est passé des choses ce jour-là, mais elles avaient été préparées avant. Donc il y a toujours, entre le moment où les choses se préparent, se décident, s'initient, et le moment où ça se concrétise, il peut y avoir un temps parfois important. Et par conséquent, la question de savoir s'il faut regarder si ce sont les configurations du moment où ça se produit qui sont importantes, ou si ce n'est pas des configurations plus anciennes qui ont déclenché le processus. Ça dépend toujours des planètes. Et donc on n'a pas forcément autant de données. Vous avez des gens comme Barbeau qui ont fait des recherches assez intensives sur le timing des événements.
Ah oui, je connais bien. Oui. Moi, je vais mettre mes clients face à des écarts parfois assez grands Voilà. au moment où l'événement. Voilà, c'est ça que je voulais... Ah, moi, c'est soit Uranus. Uranus, c'est assez... Oui. Et Mars. Mais ce qui rend la difficulté de la recherche astrologique, c'est que justement, quand on fait des prédictions, on touche parfois à un facteur déclenchant, mais qui n'est pas le plus spectaculaire. Non. Qui n'est pas l'aboutissement. Peut-être que parfois les choses sont beaux. Au début, c'est comme on dit parfois, les gens se réunissent à un bout de table pour discuter, pour trancher, et puis les conséquences, elles vont venir beaucoup plus tard. Vous savez, moi, j'ai décidé de venir m'installer ici en région, en Estrie, au moment où j'avais un carré de Saturne au Soleil, à Saturne et à Vénus. Une opposition à Neptune. Tout le monde me disait que j'étais idiot de faire ça. J'ai jamais regretté. C'est toujours... puis surtout, ça vient mettre en lumière, justement, la puissance des carrés qui nous demande d'apporter un virage à notre existence. Je ne sais pas ce que la tradition nous enseigne. Oui, mais effectivement, le problème c'est que vous parlez de 9/11, enfin, comme on dit ici, mais je veux dire que qu'est-ce que les configurations qui se produisent à ce moment-là, qu'est-ce qu'elles nous parlent de quoi? Elles nous parlent de la façon dont ça va se concrétiser, dont le projet a abouti. Elle nous parle qu'il y a suffisamment de tension pour que des choses se produisent. Elle est exactement là, ça c'est sûr. Mais imaginons par exemple, monsieur... Comme à l'heure actuelle, là, il va y avoir 7 passages d'Uranus à Pluton. 7. C'est du jamais vu ou du rarement vu, du très rarement vu. 7 passages. Entre le Bélier et le Capricorne. C'est évident qu'il va y avoir des groupes de pression qui vont se mettre sur pied pour contester le establishment en quelque part. Mais comment, de la même façon que les Français ont contesté la royauté lors de la Révolution française, de la même façon que les Américains ont contesté le droit de taxation des Britanniques lors de la Révolution américaine. Ce que n'ont pas fait les Canadiens. Mais effectivement, si on prend ce fameux jour de septembre, on peut se dire, ça aurait pu ne pas se produire. Ou se produire autrement. Ils auraient pu être interceptés, les avions. Parce que, bon, et il s'en est fallu peut-être de très peu de choses pour que ça se produise ou pas produise. C'est comme par exemple quand Nostradamus, vous savez, la mort de Kennedy, c'est pareil. On aurait pu tirer sur lui, mais il aurait pu soit ne pas être touché, soit être moins touché, soit ne pas mourir. Et là, on se demande des solutions. Alors il y a des gens qui vont vous dire, ben, l'astrologie, elle nous parle des conséquences de ces événements. Je ne suis pas en train de parler de mon point de vue. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je suis un peu un sociologue, je ne mets pas forcément en avant mes idées. Je nous parle des conséquences des événements, des effets de ces événements. Donc, si ces effets sont importants, le phénomène qui a causé ces effets, à la limite, c'est pas important, puisque ce qui est important, c'est que ça aboutit à changer complètement un certain nombre de choses. Mais malgré tout, il y a quand même le petit hic, on dit en France, c'est-à-dire que s'il s'en est fallu peu, que que le coup de feu ne passe pas, que la lance qui a tué le roi Henri II en 1559 ne touche pas le roi ou ne le tue pas. Mais il y a beaucoup de cas, ça tient à un fil. Hein. Oui. Par contre, si on prend le cas de la crise actuelle, là on voit qu'elle est surdéterminée. C'est-à-dire que ce n'est pas la faillite de telle banque, ce n'est pas une chose qui s'est passée. On voit bien que c'est un faisceau de choses qui ont lieu, et là on a vraiment quelque chose qui est quasiment imparable. Mais dans beaucoup de cas, c'est vraiment, on se dit, mais il s'en est fallu peu que, même si c'était une énorme conséquence, il aurait pu ne pas avoir lieu. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Brown? Vous êtes dans ce domaine. Ce que l'astrologie va vous dire, c'est qu'il y a par les planètes qui font des aspects entre eux, mondiales, on va vous dire qu'il y a des tensions. Il y a des tensions dans le monde. La façon dont ces tensions-là vont se manifester, il y a tellement de façons dont ça peut se faire qu'on ne peut pas prédire exactement l'événement qui va traduire cet aspect-là. Nous, on est tenté, M. Brown, on est tenté de dire que cet événement s'est produit et il est relié évidemment à une configuration qui se présente à ce moment-là. Exact. Mais encore là, on ne peut pas prédire l'événement comme tel. Moi, si j'étais capable de prédire l'événement comme tel à mes clients, je ne le recevrais pas.
ne savais pas parce que moi je crois au libre arbitre, je crois à la possibilité des gens de modifier leur destinée. Je viens justement de terminer un livre fort intéressant qui s'appelle Fate versus Destiny. Et Fate, c'est ce qu'on s'imagine qu'on est pris dans une espèce de courant dont on ne peut échapper, alors que Destiny, ben, qu'est-ce qu'on fait de du destin qu'on méritait à la naissance? Il est très difficile de traduire le terme Fate en français. Oui, ça vient c'est la fatalité. Moi, je ne peux pas échapper, disons, aux patterns psychologiques qui sont sur ma carte du ciel, mais je peux décider d'agir d'une façon ou d'une autre selon ces patterns, hein, et selon la conscience que j'ai de ces patterns. Alors, pour le 9/11, il est évident qu'il y avait des tensions très grandes dans le monde, puis ici, je pense que si il n'y avait pas eu cet événement, il y en aurait eu un autre. Ouais. Lequel, je ne sais pas. Voilà. Il y en aurait eu un autre. Il y aurait une alternative, il y aurait eu autre chose en remplacement. Voilà. C'était dans l'air, c'était le zeitgeist. C'est ça. Oui. Oui. Regardez juste à l'heure actuelle, M. Albron, la fonte des glaciers dans le nord canadien. Oui. Alors qu'on est après créer un chenal. Je ne suis pas très au courant. Un chenal qui va pouvoir maintenant faire passer les bateaux-là, ce qu'on n'a jamais fait depuis que l'humain a fait sur Terre. Pensez-vous que ça n'amènera pas ça des tensions au niveau des frontières, Pluton en Capricorne? Pensez-vous que Uranus en Bélier, il n'y aura pas des groupes de revendication très forts qui vont se mettre à la partie? À qui appartient ce territoire? À qui appartient... alors là, encore là, on peut... C'est de la science-fiction. On peut imaginer n'importe quel. Mais si on regarde où nous sommes rendus comme humanité, dans son ensemble, on peut présumer de certains courants et où certains courants vont aller. Alors, ça peut très bien aller dans une autre forme de courant. Vous voyez, même Richard Tarmas qui a identifié, là j'aurais de la difficulté à vous donner chronologiquement les événements, mais qui a identifié les événements et les a collés sur des aspects des transits mondiaux, se refuse d'aller dans des précisions de ce qui va venir. Mais il va à la pêche. Il propose des événements, mais il ne s'étire pas le coup et il fait bien. Justement, je voudrais vous poser une question. Vous savez, actuellement, enfin, moi, dans mon mouvement en France, on considère que l'astrologie mondiale, aujourd'hui, on a deux astrologies. Enfin, on a l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. Hein. Mais on se demande actuellement s'il n'y a pas une forme d'astrologie intermédiaire qui est l'astrologie des chefs, des leaders. C'est-à-dire que des gens qui auraient un destin de leader, un destin que ces gens-là auraient une influence très importante sur le monde, là où ils sont, et qui sont des canaux très importants entre l'énergie cosmique et l'ensemble de l'humanité, d'une certaine manière. D'ailleurs, Rulliard emploie le mot, mais peut-être pas dans le même sens, de l'homme semence. C'est-à-dire de personnages qui sont des capteurs d'énergie extraordinaires, par leur hérédité, par leur filiation, des castes de prêtres ou de je sais pas quoi, et qui font la différence, comme on dit en anglais. S'ils sont là dans un pays où il se passe, les choses prennent une certaine tournure, trouve un certain ordre, et puis s'il n'y a pas ce genre de personnage, on est dans le désordre. Bon, par exemple, aujourd'hui, vous avez Obama aux États-Unis, je sais pas, il y a des personnages comme ça sans lesquels la société se disloque. Actuellement, on travaille dans cette direction-là, c'est-à-dire on travaille dans l'idée que certaines configurations sont des moments clés pour créer de l'ordre. Parce que finalement, vous êtes quand même... Quand on vous écoute, on a l'impression quand même que vous êtes assez pessimiste tout de même. Hein. Pas du tout. Non, enfin je veux dire que vous voyez quand même, pour vous l'astrologie annonce des problèmes. Non. Elle n'annonce pas tellement des solutions.
Bon, au contraire. Moi, je dis à tous les gens que je rencontre, pas de conscience, pas de croissance en conscience sans expérience. Oui, mais il faut quand même passer. Donc, si je comprends bien, il faut quand même passer par des crises pour avancer. Absolument. Une crise, c'est un moment de décision. Ouais, Si vous allez faire d'une crise maritale, l'astrologue serait bien malvenu de vous dire, ben, vous allez vous séparer. Évidemment, après avoir parlé pendant 1h30 avec un client, vous êtes plus en mesure de lui dire, bien écoute, il n'y a pas grand chance que ça subsiste, mon affaire. Mais, en principe, si les deux personnes arrivent à concilier leurs différends ou à poursuivre leur route ensemble, pourquoi pas? Mais encore là, il faudrait rentrer dans la psychologie un peu plus profondément, parce que nos routes nous séparent souvent lorsque notre évolution prend des tournures différentes, chacun de notre part. Mais c'est trop long à débattre ici. Pour répondre à votre question, loin d'être pessimiste, au contraire, je crois que les expériences que nous vivons, les circonstances que nous vivons, font qu'ils nous amènent, nous obligent à aller vers une conscience nouvelle. Le mysticisme de la nature, qui est le premier niveau de conscience transpersonnelle, ne peut venir qu'à la suite de crises de ce niveau. D'accord. Alors, donc, nous sommes rendus là. Oui, mais j'ai bien compris votre position. Moi, je l'ai plutôt deviné. Mais là aussi, je fais un petit peu un contrepoint, si vous voulez, parce que moi j'aime bien. Il y a une philosophie, une approche de la politique qui est totalement différente de celle-là, et qui considère qu'il faut éviter les crises. Il faut trouver que la crise, par exemple, regardez dans la crise financière, est-ce qu'elle était évitable? Est-ce qu'on pouvait prévenir cette crise? Est-ce qu'on pouvait empêcher que les choses, et dans certains pays, par exemple comme au Canada, par exemple, justement, apparemment, ils ont été plus prudents sur certaines choses que d'autres. Donc, ils ont vu venir certains problèmes, certains dangers, et ça a eu des conséquences moindres, et au fin de compte, ça n'a pas provoqué de crise, même ça en tout cas. Donc, la crise, c'est souvent le résultat d'une imprévoyance, d'une imprudence, d'un manque de vigilance, d'un manque de contrôle. Donc, pourquoi en faire quelque chose qui doit avoir lieu nécessairement? Alors, je veux dire une fois, franchement, pour certaines personnes, effectivement, ce que j'appelle, c'est ce qu'on en a parlé dimanche, c'est ce qu'on appelle la théorie des signaux plus ou moins forts. Alors, il y a des gens qui réagissent à des signaux faibles, qu'on ne peut pas parler de crise. Quand vous avez un signal faible, bon, la crise n'est pas encore là. Je sais pas, par exemple, si vous voyez une goutte d'eau qui tombe, vous dites, bon, il va pleuvoir, vous n'êtes pas encore complètement noyé. Bon, la personne, elle ne voit pas la goutte d'eau tomber, il faudra vraiment qu'elle soit complètement mouillée pour dire qu'il pleut. Bon, donc, effectivement, cette personne-là, pour arriver à réagir et à se préparer à certaines choses, il lui faudra des signaux beaucoup plus lourds. Bon, alors nous, si nous sommes dans une société, alors c'est la question, quand un individu, dans son niveau de conscience, comprenez votre langage, est quelqu'un qui capte les choses de manière assez fine, il y aura des mini-crises, des micro-crises, puisqu'elles n'auront pas, ce sont des crises à son niveau à lui, mais qui, sur le plan existentiel, il aura eu le temps de les prévoir, de les gérer, etc. Et finalement, ce ne sont pas des crises, ce sont des signes. La crise vient quand le signal, on n'a pas voulu capter le signal, on n'a pas voulu reconnaître le signal, et qu'on a eu besoin que ce signal prenne des proportions ahurissantes pour enfin réagir. Mais est-ce que l'humanité, M. Brown, est-ce que le génie de l'humanité, c'est justement dans ces gens-là qui ne réagissent qu'au dernier moment quand les choses prennent une tournure catastrophique, ou au contraire, chez ces gens qui savent prévoir, comme on dit en France, gouverner c'est prévoir, c'est-à-dire qui savent voir les choses à l'avance et par conséquent, quelque part, éviter ou en tout cas limiter énormément, non pas même pas la crise, puisqu'elle ne va pas se produire, mais limiter les chances d'une crise. Où je veux rejoindre frère, c'est pour donner une réponse à votre, puisqu'on parle d'astrologie, pour donner une réponse à votre question, je vais faire un lien entre le Capricorne, le ascendant Capricorne, et le Verseau. Les crises, c'est pas un mot, Ruperti le définit très bien dans ses livres, c'est pas un mot méchant, une crise, ça vient du grec qui veut dire moment de décision. On a un choix à faire. Et selon le choix qu'on fait comme société, parce que le Capricorne met en place, symboliquement parlant, les structures qui doivent être mises en place. Mais ces structures-là, à un moment donné, atteignent la raison pour laquelle ils ont été créés et doivent être réformées.
Mais il y a une crise qui se présente. Il y a une obligation d'apporter un changement en quelque part. Il y a un tournant, oui. Et si la société ne permet pas les réformateurs, les révolutionnaires vont arriver. Oui, exactement. Donc, alors, c'est la même crise, là. Oui. Sauf la façon de la traiter va différer. Dans un cas, on va dire, mon Dieu, c'est extraordinaire, il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de... Pourquoi? Parce que la société, ou le couple, ou la personne a accepté d'aller vers les changements. Oui. Ben, en Encore 89, des clients... c'est ce qui s'est passé en 89-90. Il n'y a pas eu de choses énormément pénibles au niveau militaire, au niveau... Au Québec, on a appelé, au début des années 60, on a appelé la Révolution tranquille. Ah oui, c'est une expression qu'on a employée, oui, effectivement. La Révolution tranquille, pourquoi? Parce que nos gouvernants, nos, symboliquement parlant, nos Capricornes, ont décidé que si on n'apportait pas des réformes profondes au Québec, on manquait le bateau. Mais si ces réformes-là ne s'étaient pas produites, soyez assurés qu'il y aurait eu des gens qui auraient apparu. Bien sûr. Mais on peut aussi dire que des gens ont pu apparaître. Justement, ces gens qui ont fait la Révolution tranquille, ce sont aussi des gens qui sont apparus. Ils sont apparus au bon moment. Mais ils ne sont pas apparus au moment. Ils ne sont pas apparus pour éteindre l'incendie. Ils sont apparus pour éviter l'incendie. Voilà. Mais pas pareil du tout. Et un incendie qui... Parce que si vous voulez, par exemple, il y a une espèce de paradoxe. Mais tout était là pour créer l'incendie, vous comprenez? Oui. Il y avait des surtensions partout. Alors, l'incendie, c'est la manifestation de la surtension. Mais la surtension elle-même aurait... Donc, dans la maison, là, on met des fils partout, là, ça n'a plus de bon sens, dans les prises électriques, de sorte que c'est certain que, je parle pas d'ici, c'est un exemple, c'est certain qu'il va y avoir un feu si on ne corrige pas. Oui, mais si on rentre dans cette logique-là, ces tensions elles-mêmes sont déjà une dégradation, auraient pu être également prévues et évitées. Donc si on imagine un monde où les gens sont prévoyants, où les gens perçoivent des signes très rapidement, on n'arrive pas à ce stade-là. Dans un monde idéal. Voilà, dans un monde idéal, on n'arrive même pas au stade de la Révolution tranquille, puisque les choses auront même été... Et effectivement, alors c'est intéressant, parce que vous avez deux théories du leader. Le leader qui vient sauver la planète parce que les choses sont catastrophiques, et le leader qui met en place les choses assez tôt pour qu'elles n'arrivent pas à ce stade-là. Ce sont deux profils complètement différents de chefs. Je vais vous donner un exemple qui se produira peut-être pas, mais qui pourrait se produire, toujours un peu de science-fiction là. Au Québec, il y a beaucoup d'eau. Beaucoup. Un pays hydraulique. Beaucoup d'eau. Il y a des pays qui n'en ont pas du tout. Ça va? On s'en va de plus en plus vers une mondialisation. Est-ce qu'il y a une façon de partager cette eau sans qu'à un moment donné, dans le monde entier, on sente le besoin de venir le chercher, la chercher? Vous vous sentez menacé comme une sorte de proie. Un jour ou l'autre, les peuples du désert vont se précipiter sur le Canada. C'est l'or blanc du Canada. C'est l'or... Contrairement à l'or noir, on en a besoin de plus. Oui. Il y a des problèmes beaucoup plus... il y a des problèmes qui sont plus profonds que ça, aussi la surpopulation de la Terre. Alors moi, j'ai pas de réponse à ça. Nos enfants vont avoir à se pencher sur toutes ces questions-là. Ben, il y a eu des imprévoyances, certainement. Il y a eu des choses qui ont été mal programmées, mal planifiées. Et moi, pour rentrer dans votre langage, je crois que c'est des problèmes de niveau de conscience. Les sociétés qui ont un haut niveau de conscience sont des sociétés qui captent les choses au tout début des phénomènes. Les sociétés qui ont un mauvais niveau de conscience sont les gens qui attendent que ça ait pris des proportions effrayantes pour commencer à dire « Tiens, il doit se passer quelque chose ». Regardez juste ce qui se passe en Iran cette semaine. Je n'ai pas suivi, justement, malheureusement, j'étais en déplacement. Ce qui se passe en Iran cette semaine, l'Iran, à mon avis, c'est tout à fait... je peux être contesté dans ce que je vous dis, mais le pouvoir religieux en place... Ah oui, la fameuse contestation de l'élection. Ah oui, oui, c'est ça. Veut maintenir la société au niveau de conscience socio-culturelle. Ça va? Oui. Ça veut dire qu'on t'appuie comme citoyen tant et si longtemps que tu respectes les lois établies par le pouvoir politique, religieux, culturel de l'endroit. Ça va? Oui. Je vous suis. Et pensez-vous que ils vont pouvoir maintenir ça longtemps? Avec Internet, avec
la communication qui se diffuse partout dans le monde, avec les femmes qui, même si l'on veut les laisser dans un état d'être qu'ils n'ont plus le goût d'être, vont admettre ça encore bien longtemps. Alors il va y avoir de la révolte. Ou on va, comme vous dites, vers un changement intelligent, des réformateurs, que pour les Verseaux. C'est-à-dire les Verseaux, là, réformateurs ou révolutionnaires, un ou l'autre. C'est à nous de décider ce qu'on veut. C'est aussi chaque pays qui est comme on dit tout à l'heure, qui a la disposition, qui dépend des chefs qui et si une société est encore au niveau socio-culturel, elle va résister, dans sa majorité, elle va résister énormément au changement d'individualisation. Et à l'heure actuelle, c'est tous ceux qui s'en vont vers un niveau de conscience écologique qui vont mettre de la pression sur le niveau individuel. Monsieur Brown, quand un Européen arrive en Amérique du Nord, il est frappé par le fameux phénomène de il faut dire qu'il ne veut plus repartir. Non, c'était pas ça. Il est frappé par le phénomène de l'obésité. Des gens qui sont XXL, etc. On n'en voit pas le 10e en France. D'accord. Alors, et ça, c'est quand même ça aussi, c'est inquiétant quand même quelque part. Oui. Au niveau de la gestion individuelle, les gens qui apparemment ne sont plus capables de protéger leur propre corps, n'ont pas les réflexes de conservation, je dirais presque. C'est comme si leur corps n'était plus capable de leur dire ce dont il avait besoin. Donc ça, c'est une crise qui est un peu semblable, c'est un manque de prévoyance, un manque de prévention qui est au niveau individuel. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Qui se retrouve aussi au niveau des États. Il y a des États qui savent ce qu'ils doivent éviter de faire et d'autres qui ne savent pas et qui ne veulent pas. Vous, c'est encore partie de la conscience. Être capable de prendre soin de la planète, c'est la même chose qu'être capable de prendre soin de son corps. Je crois bien, oui. C'est le même niveau de conscience. Et à l'heure actuelle, en termes d'humanité, on doit avoir, à mon avis, des disparités tellement grandes qui nous obligent à accéder à cette conscience. Selon moi, pas d'expérience, pas de conscience. Il y a une disparité dans la conférence que j'ai donnée cette année sur les grands événements à venir. Dans le cadre de Cosmo. Non, j'ai donné 3 conférences, une à Montréal, et j'expliquais les disparités au niveau de la Terre. J'ai mis en parallèle, j'ai utilisé peut-être 90 images, justement, parce que j'ai vu que j'aime les images, que j'ai fait sur Internet, à gauche et à droite, où j'ai fait à un moment donné une parallèle entre un enfant américain et un enfant africain ou indien. Donc, il y en a un qui n'a que la peau et les os, puis l'autre n'a que... Il gonfle. Oui. Et encore là, une disparité au niveau de la richesse mondiale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas nécessairement la réponse, ça va être des réponses collectives que l'on peut avoir. Moi, personnellement, dans ma propre vie, depuis peut-être 4-5 ans, j'essaie puis encore plus depuis une année, faire attention davantage à ce que je mange. Oui. Parce qu'on ne peut pas aller vers un niveau si on n'épouse pas pour quelqu'un qui fait des prévisions, un astrologue, il faut montrer qu'il est capable lui-même de ne pas être envahi par des problèmes, de ne pas se laisser envahir par les problèmes. Moi, c'est pas facile parce que j'aime le sucre, j'aime bien manger. Et aussi faire attention à ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit, les gens ne pèsent pas toujours les conséquences des propos qu'ils tiennent. Les gens qui disent « Ah, mais je ne peux pas m'empêcher de dire ceci. » Et à quoi vous pensez qu'on nous dit ça? D'abord, je pense à... Vous savez, moi j'ai une théorie qui est liée à... Moi je suis moi-même, je conçois des paradigmes psychologiques en dehors de l'astrologie. Je travaille beaucoup sur le masculin et le féminin, sur le rôle de la bouche, aussi bien comme un lieu où les choses entrent qu'un lieu où les choses sortent. Et moi je fais des thérapies liées à cette question-là. Faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux effets que ça aura sur votre corps physique, sur le corps physique dont vous avez la responsabilité, et aussi sur le corps social avec lequel vous êtes en contact.
Et donc, par conséquent, il faut apprendre à recontrôler tout ça et à réactiver les instances de contrôle qui sont naturelles en nous, qui se sont un petit peu bloquées. Donc, c'est pour ça que moi, je suis plutôt ce qu'on appelle des gens qui travaillent en amont qu'en aval. Je travaille plutôt dans la prévention que dans la prévision. C'est-à-dire que pour moi, l'événement, c'est même pas la question de l'événement, il n'a lieu que précisément parce qu'on ne fait pas assez de prévention. Donc je ne peux même pas dire je fais la prévention pour éviter cet événement-là, parce que de toute façon, en réalité, cet événement, il ne sera provoqué que par une certaine carence, un certain dérèglement du système prévisionnel, du système immunitaire aussi. Parce quand vous dites l'événement va se produire, l'événement va se produire, c'est la façon dont il va se produire. Quand on a fait la démocratisation de l'enseignement au Québec dans les années 60, à la suite, c'est un des éléments qui a été touché. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a un des éléments qui a été touché. Il y en a eu un événement. Oui. La disponibilité de tous les enfants du Québec, de 16 ans et moins, d'avoir une éducation. L'obligation. Oui. Ça devient loi. Oui. Mais on aurait pu attendre qu'il y ait des disparités tellement grandes pour qu'il y ait... Mais l'événement se produit, oui. Vous comprenez? L'événement s'est produit, c'est-à-dire l'événement, oui, ce que vous appelez l'événement, c'est-à-dire le fait que des gens puissent avoir des... Oui, c'est ça, c'est aussi un événement. C'est pas une crise. La crise, c'est un événement qui veut dire le temps de faire des choix. Si vous ne prenez pas le bon choix, il y a un choix qui va être fait à votre place. Donc si je comprends bien, il y a l'événement A et l'événement B. C'est l'événement qui provoque la réaction, et la réaction, c'est aussi un événement. Voilà. Si ça ne va vraiment pas bien dans votre travail, et pour une raison de sécurité, et Dieu sait qu'il peut y avoir de bonnes raisons à ce niveau-là, vous ne quittez pas votre emploi. Dans certains cas, vous risquez ce qu'on appelle le burn-out professionnel. Oui. Alors que tout est en place pour vous dire il est temps de changer. Oui, si vous restez trop longtemps, après vous êtes brûlé, comme on dit. De toute façon, si vous ne faites pas le choix... Comme on dit, il y a des gens qui partent trop tard. La vie va faire un choix pour vous. On dit en français, le combat de trop. La vie va faire un choix pour vous. Oui. Alors, c'est ça le débat. Et quand les gens viennent me voir, c'est pour les mettre face au choix que la vie crise, au choix que la vie leur demande de prendre, et quelle serait peut-être l'orientation qu'ils pourraient prendre pour éviter le côté négatif de l'événement qui pourrait se produire. Oui. Je ne sais pas si... Non, mais je comprends très bien, M. Brun. Le problème, c'est que moi, je considère que c'est déjà un peu tard, cette intervention à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on va gérer... La personne est déjà dans une situation qui s'est déjà dégradée quelque part en plusieurs fois, et donc c'est toute son attitude générale, tout son mode de fonctionnement interne et externe qui n'est pas au point. Ah oui. Et donc finalement, on peut effectivement essayer de, comme on dit en français, quand on ne peut pas prévenir, il faut guérir. On va essayer de limiter les dégâts et de permettre de rétablir le cap in extremis, enfin bon. Mais moi je pense qu'il faut doter la personne de techniques de développement personnel qui vont lui éviter de se mettre dans l'avenir dans de telles situations. Et donc l'astrologue, à mon avis, devrait de plus en plus travailler en amont. C'est-à-dire, voilà, bon, vous pouvez me voir, bon, voilà, par exemple, moi l'autre jour, j'avais un problème d'arthrose au poignet. Bon, la personne aurait pu dire, bon voilà, bon, prenez un médicament pour... bon. Mais elle m'a dit, changez votre alimentation. C'était tout à fait autre chose. On n'a pas simplement dit, oui. Voilà, il faut réagir. Bon, on va essayer d'arranger un petit peu votre problème, comme ça, pour que ce soit supportable. Non, elle m'a dit, il y a un problème de surpoids pondéral, vous n'avez pas une bonne alimentation, changez votre alimentation et ça va s'arranger. Le faites-vous? Oui, non, mais je suis très... Alors, il va y avoir un événement quand même, votre corps va reprendre son... Oui, mais c'est parce que, fin de compte, vous comprenez, vous employez le mot événement dans plusieurs acceptions, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Manifestation. Il y a l'événement. Souvent, quand les gens... D'ailleurs, vous savez que le mot événement, c'est un mot extrêmement mystérieux dans l'esprit, quand les gens disent... Alors, moi, par exemple, actuellement, quand je raconte des histoires, je me demande, mais qu'est-ce que c'est qu'un événement? Alors, pour beaucoup de gens, c'est un événement irréversible. C'est quelque chose qui est... voilà, c'est le bout du processus final. Bon. Donc, alors qu'un événement qui est quelque chose qui fait qu'on commence quelque chose, c'est pas la même chose que quelque chose qui se termine.
Donc il y a des événements, par exemple, on peut dire que à la limite le divorce sera un événement du type final et le mariage de type initial, si vous voulez. Donc ce serait deux types d'événements, mais qui sont complètement différents. Et puis même, donc si vous voulez, je crois qu'il faudrait quand même qu'on soit un peu plus rigoureux dans les termes qui sont employés, parce que d'une manière générale, c'est vrai que mais vous avez tout à fait raison. Il faudrait que le mot événement n'ait plus le sens qu'il a habituellement. C'est-à-dire effectivement, dire non. Moi, je vous permets d'arriver à des événements, mais surtout des événements. Notre rencontre, c'est un événement. Oui, c'est un événement, mais bien sûr, c'est un événement. C'est même un avènement. Mais je veux dire par là que, et là, c'est là que j'introduis un autre paradigme, c'est la question du masculin et du féminin. C'est-à-dire que... Ça, c'est un sujet que je veux développer. Alors moi, je travaille beaucoup là-dessus, et je considère qu'il faut être complètement conscient. C'est une question, le thème ne dit pas si on est affaire à un homme ou une femme, évidemment, et les femmes ne vivent pas de la même manière que les hommes, et la notion d'événement, justement, on pourrait parler d'un événement féminin et d'un événement masculin. L'événement féminin, c'est souvent juste, disons, on me dit souvent que je suis misogyne, hein, très franchement, même dans le milieu astrologique. Donc, je dis beaucoup de choses dans mes textes sur les femmes, mais je ne suis pas misogyne, mais je dis que ça ne fonctionne pas de la même manière. Et par conséquent, elles ont, on le voit déjà au niveau de la procréation, l'homme est plus là au début du processus, et la femme est plus là à la fin du processus. Et ça marque complètement le psychisme. C'est-à-dire que la femme, souvent, c'est justement dans une société, on pourrait dire si on était, il y a une vie de recherche, mais dans une société actuelle avec la crise qu'elle vit, c'est pas parce qu'elle s'est hyper féminisée. C'est-à-dire qu'elle comprend les choses, elle réagit aux choses parce qu'elles ont pris une dimension très puissante. Parce qu'entre un embryon et un enfant qui naît, c'est pas pareil. Hein. Donc, l'homme, il a une capacité à une perception embryonnaire des choses. Donc, il perçoit les choses Et un père, la fonction d'un père par rapport à une mère, c'est justement de percevoir ce qui est en potentialité, ce qui est en filigrane, comme ça, qui se profile, mais qui n'est pas encore achevé, qui n'est pas encore abouti. Un homme qui vit trop sous l'emprise de sa mère, sa mère va dire, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Tu n'es rien pour l'instant. Tu ne vois pas ce qui est en train de se précédenter, je ne vois pas ce que tu vas devenir. Elle va vouloir des résultats, elle me dira, moi je donne toujours l'exemple de ma mère, qui était une femme assez forte. On avait une discussion assez surréaliste, elle disait, écoute, Jacques, tu es un garçon intelligent, tout ça, mais quand tu auras le prix Nobel, je dirais bravo. Bon, c'est délirant, vous comprenez? C'est-à-dire que on accepte les choses en bien comme en mal, il ne faut pas comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent un événement fort, positif, quand il est énorme. Ou un élément négatif. C'est pas uniquement le négatif qui peut être énorme, c'est aussi le positif. Et c'est parfois plus grave. Que quelqu'un ne s'aperçoit que quelque chose est important et très précieux, que quand il a eu un développement énorme, ça ne va pas non plus. Il faut être capable de percevoir que les choses intéressantes, valables, se préparent. C'est la même cécité, la même myopie quand on ne veut pas voir des signes positifs que quand on ne veut pas voir que des signes négatifs. Ouais. Il faut aussi apprendre à voir les choses positives qui se présentent, et pas uniquement les choses négatives. Et là, il y a une différence de niveau de conscience. Moi, là, je ne sais pas s'il y a un niveau de conscience, mais en tout cas, moi, je considère que il faut comprendre que le psychisme, que les programmations féminines et masculines ne sont pas identiques, et que les femmes sont plus programmées. Je dis toujours, les femmes, ce sont elles souvent qui disent on est arrivé au bout, c'est assez, c'est fini, on n'en fait plus, on ne peut plus continuer, etc. Donc, c'est-à-dire, elles ont le droit d'ailleurs, parce que parfois il faut savoir s'arrêter aussi. Mais l'homme est plutôt, à mon avis, celui qui va dire on pourrait recommencer quelque chose, on pourrait redémarrer quelque chose, ou on pourrait tout simplement continuer cette chose qui n'est pas aboutie, lui laisser la chance de se poursuivre, etc. Donc il y a ce débat-là, qui n'a rien à voir pour moi avec l'astrologie, mais qui est incontournable quand on fait de l'astrologie. Pourquoi? Alors moi je dis souvent, les gens qui vont voir l'astrologue, ils ne vont pas forcément voir l'astrologie. Ils vont voir quelqu'un qui incarne tout un champ de possibilités, tout un champ de capacité à se préparer à la vie, se préparer à l'avenir, etc. Mais
l'astrologue n'est pas obligé de ne donner que de l'astrologie pour satisfaire à cette attente. Les gens qui disent, moi on vient me voir pour je suis astrologue, vous avez une sorte de sophisme un peu, je suis astrologue, on vient me voir parce que je suis astrologue, donc je leur donne de l'astrologie. C'est genre de jeu de mots comme ça. Ils veulent de l'astrologie, je leur donne de l'astrologie. Et tout ce que je leur dis, rien de ce que je leur dirai ne sera pas, tout ce que je leur dirai viendra de l'astrologie. Je ne me permets pas, moi, en tant qu'astrologue, d'utiliser la moindre technique psychologique, le moindre savoir psychologique, si ça n'a pas été remis à la sauce astrologique, si ça n'a pas été reconnecté par l'astrologie, etc. Et c'est là pour ça que je distingue, je dis, moi, il faut dire que l'astrologue, c'est finalement quelqu'un qui est là pour aider les gens à mieux prévoir les choses, à mieux se préparer, à être plus vigilant, astrologie ou pas astrologie. Et l'astrologie n'est qu'un élément de cette panoplie de l'astrologue. Je pense que l'astrologue est aussi là pour aider les gens à intégrer leur propre nature. Oui, et vous savez, si moi j'ai une cliente qui vient me voir et puis elle a des transits importants à son soleil, je ne parlerai pas de sa féminité. Je vais parler du masculin. Oui. Et si un homme vient me voir parce qu'il y a des transits importants sur sa lune, là, je ne lui parlerai pas de sa masculinité, je vais lui parler de sa féminité. Oui. De sa capacité à être sensible à ce qui se passe. Oui. Et je pense que lorsqu'on évolue dans les niveaux de conscience, où je suis en accord avec vous, c'est que peut-être au niveau biologique, il y a des différences entre les hommes et les femmes qu'on ne peut pas livrer. Mais plus on avance dans les niveaux de conscience, plus il y a une intégration de notre rôle psychique inconscient, transbiologique, si vous voulez. Mais regardez, Monsieur Brown, regardez, par exemple, vous avez remarqué probablement qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui venaient à des réunions astrologiques que des hommes, oui, par exemple. Parce qu'elles veulent comprendre. Bon. Et beaucoup de femmes, par exemple, disent le plan théorique, parce que vous savez que dans les grandes discussions à propos de l'astrologie, il y a des gens qui disent oui, l'astrologie, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, on ne sait pas très bien sur quoi c'est fondé, mais ça marche. Ça, c'est un discours féminin. C'est-à-dire que dire le filtrage théorique de savoir qu'il faut accepter un savoir à condition qu'il y ait telle et telle cohérence, c'est pas un élément essentiel. On va continuer, on va prendre ça, et puis on va bien voir, etc. C'est comme si je vous disais, voilà une viande qui n'a pas un très bon aspect, qui n'a pas une très bonne odeur, mais au fond, on va quand même la manger. Bon, ben, on verra ce que ça va donner. Bon, l'homme, il aurait tendance à dire instinctivement, bon, écoutez, ça me plaît pas beaucoup, ce truc-là, ça n'a pas une forme très, très intéressante, je préfère pas essayer. Bon, il y a des gens qui, comme on dit tout à l'heure, le phénomène, une viande qu'on a sous les yeux, elle n'est pas encore dangereuse, hein, elle est là. Bon, elle va être dangereuse plus tard. Donc il y a la personne qui va dire non, cette viande-là, j'en veux pas, déjà elle me plaît pas. Et l'autre qui va dire non, je la prends et puis on verra bien. On verra bien le résultat. Bon. Et une des choses dont souffre, comme vous savez probablement l'astrologie, c'est que à force de tous ces gens qui vous disent on va pas tellement, je ne fais pas la peine de réformer l'astrologie, c'est pas la peine de la repenser, etc. De toute façon, le résultat, il est plus important. Voilà, c'est ça. Et donc finalement, il y a quelques hommes, en France, il y a par exemple des gens comme Jean-Pierre Nicolas, par exemple, que vous avez entendu parler, qui, dans les années 60, comme Dauclin ou comme d'autres, même Barbeau, de certaine manière, se sont dit, il y a quand même des choses à changer dans le système astrologique. On peut pas, il faut, mieux l'astrologie sera construite, plus on pourra probablement attendre d'elle des choses valables. Mais il y a des gens qui disent pas du tout. On prend n'importe quoi à la limite, et puis on voit ce que ça donne. Et là, quand je veux à mon avis, c'est très fortement féminin ça. Parce que pour moi, la théorie par rapport à la pratique, c'est un phénomène de prévention. C'est-à-dire que l'être humain, depuis des millénaires, a développé l'idée que il ne fallait pas se précipiter dans le résultat, comme ça, qu'il y avait des signes qui laisser comprendre que les choses iraient bien ou mal. Et la théorie, c'est ça. C'est pour ça, pourquoi il y a tellement de gens qui refusent l'astrologie? Parce que nous sommes une société quand même qui, sur le plan universitaire, ça dit est quand même très masculine, et qui dit, écoutez, non, la présentation que vous nous proposez de l'astrologie, vous allez pouvoir me parler 100 000 fois de résultats, ça ne va pas, ça ne suffit pas. Tout à l'heure, j'étais dans l'autobus, je prenais l'exemple d'un enfant. Quand vous avez un enfant, qui va à l'école,
Imaginons moi, par exemple, je vous dis, voilà, Monsieur Brown, je suis à Montréal, je pars de chez moi, là, et puis j'arrive chez vous. Je viens avec l'autocar. Un quart d'heure plus tard, je sonne à votre porte. Qu'est-ce qui s'est arrivé, Monsieur Albron? Vous avez mis un quart d'heure pour venir chez moi? Ne me racontez pas que vous avez pris l'autocar pour venir chez moi. Vous avez pris un hélicoptère, vous avez pris un avion, mais vous n'êtes pas arrivé comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose d'autre. Qui a le résultat, vous êtes là, mais ne me faites pas croire que c'est en venant en autocar que ça s'est produit. Il y a un autre truc qui vous a permis d'arriver plus vite que prévu. C'est pareil en astrologie. Parfois la personne, elle dit voilà mon astrologie, voilà le résultat. Le résultat est intéressant. Moi je lui dis, écoutez, vous croyez que vous allez me faire croire que le résultat que vous avez obtenu, c'est par l'astrologie que vous l'avez obtenu? Il y a autre chose qui est arrivée. Il y a autre chose qui est venue en cours de route s'ajouter, qui nous a permis d'arriver à un résultat aussi rapide, aussi bon, aussi intéressant. Mais le produit d'origine, non. Et c'est ça le problème, c'est que quand on travaille sur la phénoménologie de l'astrologie au niveau de la consultation, etc., on voit qu'il y a des choses qui viennent, qui interfèrent, et qui ne sont pas de l'ordre de l'astrologie. Et c'est un petit peu exagéré de dire, voilà, il y a l'astrologie, il y a le résultat. Non, finalement... Voyez-vous, le genre d'astrologie que je fais, moi, c'est encore... de façon régulière, on me demande si je veux bien interpréter la carte du ciel et l'acheminer par Internet ou l'acheminer par CD. Je me refuse à ça. Je dois absolument rencontrer le client. Et il y a un astrologue américain qui a un PhD en psychologie qui s'appelle Glenn Perry, que j'aime bien, qui refuse, et lui aussi, beaucoup de personnes qui ont des formations en psychologie, refusent de rencontrer, de faire de l'astrologie si on ne rencontre pas le client. Parce qu'il faut connaître l'histoire du client avant de pouvoir proposer des choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, cette semaine, j'ai refusé 2 clients qui voulaient venir me voir parce que ils placent leur destin à l'extérieur d'eux. Pouvez-vous me dire quand je vais gagner l'Auto-Québec? Non, je ne fais pas ce genre de choses-là. Si vous voulez que votre vie change, il va falloir que vous la preniez en charge. Toujours empowerment. Moi, mes clients, quand j'ai passé 20 minutes avec eux, et 2 heures à analyser leur carte du ciel, 20 minutes avec eux, 30 minutes avec eux, à discuter de ce qu'ils désirent, de ce qu'ils aimeraient, où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils vivent intérieurement, j'ajuste. Et je suis prêt, croyez-moi, je suis prêt à chaque fois. J'ajuste tout ce que j'ai pu avoir comme intuition sur leur vécu réel. Je l'ajuste aussi sur leur capacité que je sens. Les choses du cancer, que je sens, pourrait les aider à aller vers ce qui la vie leur demande. Mais jamais je vais présumer à l'avance, à partir de leur carte du ciel, parce qu'ils m'ont donné un téléphone, que ceci va leur arriver, ou que cela va leur arriver. Je ne crois pas à ça. Mon approche est une approche humaniste, ça veut dire, qui se base sur la psychologie humaniste, pour pouvoir aider le client. Et maintenant, de plus en plus, vers la psychologie transpersonnelle. Tout à l'heure, vous me disiez quand même que, effectivement, vous n'attachez pas beaucoup d'importance au fait d'avoir affaire à un homme ou à une femme, en fin de compte. Ah oui, énormément. Énormément. Ah ben vous m'avez dit qu'il y avait des facteurs lunaires ou solaires dans le thème. Oui, sauf que moi, ce que je vous dis, c'est que si un homme vient me rencontrer et que c'est sa lune qui est éveillée dans sa carte du ciel, je vais lui dire que la vie lui demande d'accéder à plus de conscience en rapport avec sa sensibilité et sa capacité de sentir et de répondre à ses besoins, de répondre aux besoins autour de lui. Mais alors là, c'est un petit peu, on a l'impression qu'on a une tonalité un peu karmique, là, quelque part. Quand on dit la vie lui demande, on a un discours qui fait penser à l'axe des nœuds lunaires. Non, c'est pas karmique, c'est le destin par rapport à la destinée. Oui, mais enfin, ça veut dire c'est l'horloge. Il y a une philosophie derrière ça, quand même, chez vous. Croyez-moi, M. Albron, si je vous recevais comme client et vous aviez un carré de Pluton à votre lune, que votre nature émotionnelle serait éveillée. Bon, d'accord. Que vous soyez un homme ou une femme, elle serait éveillée. J'essaierai de vérifier dans un premier temps de quelle façon elle est éveillée. Je vous demanderai si vous êtes marié, si vous êtes en relation, parce que si vous êtes en relation, votre femme va être une projection de cet éveil, en quelque part. Si vous ne l'êtes pas, je vais vous demander comment vous vous occupez de vous-même, comment vous répondez à vos besoins, est-ce que vous vous sentez nourri présentement,
Ouais. C'est ça que je vais vous demander. D'accord. Je vais parler de votre lune, je vais parler de tout ce qui est féminin chez vous. Oui. Je ne parlais pas de votre soleil. Oui. Pourquoi? C'est de ça. Ben, je vais parler de votre soleil si le soleil est réveillé ailleurs dans la carte du ciel. Ah oui. Mais ce qui est important à l'heure actuelle, par rapport à Pluton, c'est votre lune. Ah oui. Et je peux vous dire, par rapport à ça, jamais je vais être en mesure de dire, moi, si la personne va répondre à ses propres besoins, s'il va se séparer de sa femme, une chose est certaine, que s'il n'apporte pas de modifications radicales et s'il n'accélère pas ses niveaux de conscience quant à sa capacité de développer sa nature émotionnelle, ben, il y a des événements qui risquent de se produire, lesquels, ben, c'est suite à l'analyse que je fais de la personne, le signe dans lequel se trouve la Lune, le signe dans lequel se trouve Pluton, le signe dans lequel se trouve Pluton, les maisons dans lesquelles se trouve Pluton et la Lune, que je vais être en mesure de dire un peu le type d'événements qui peut se produire. Oui. Donc quand même que l'astrologie va vous servir à ça. Énormément. Alors que moi, personnellement, je ne servirais pas d'astrologie pour ça. Oui. Je ne servirais pas d'astrologie pour ça. Je déterminerai effectivement les dysfonctionnements prévisionnels chez la personne. Là où on voit visiblement qu'elle ne fait pas très attention à ce qu'elle fait. Ça, vous allez le voir comment? Par les yeux? Non, par l'entretien. Okay. Par l'entretien et par les yeux éventuellement. Donc la personne, par exemple, quelqu'un est à 50 kilos de trop, je crois qu'effectivement ça m'intéresse. Comme vont faire les Ou dans sa psychologues. façon de parler. Comment? Comme vont faire les psychologues. Vous allez avoir une approche psychologique. Sauf que moi j'ai mes propres techniques psychologiques. Ah, ok. C'est ça. Et est-ce que dans vos techniques psychologiques, il y a l'utilisation de l'astrologie? Ben, mes techniques psychologiques, alors, pour répondre, c'est un peu bizarre, parce que j'essaie de vous faire comprendre tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, j'ai dit, l'astrologue, c'est pas forcément quelqu'un qui fait que de l'astrologie, mais c'est quelqu'un qui fait du prévisionnel. Et le prévisionnel, la psychologie aussi est prévisionnelle. Okay. Moi, j'ai développé des techniques psychologiques qui sont prévisionnelles, pas au sens qu'elles ne vont pas vous donner des dates, évidemment, mais elles vont voilà, que si la personne continue à faire ceci ou cela, voilà, le problème va se poser. Voilà. Donc moi je dis pour l'astrologie, une prévision, c'est très bien. Bon. Prévisionnelle et préventive aussi. Bon. Maintenant, donc moi je considère que l'astrologue est encore le mieux placé pour utiliser les techniques de prévisionnelle, de psychologie prévisionnelle que j'ai élaborées, parce que finalement, a priori, les gens qui vont voir l'astrologue, ces techniques elles leur correspondent bien. Bon, je pourrais utiliser une autre image que l'astrologue, mais pourquoi ne pas mettre ces techniques de psychologie prévisionnelle au service des gens qui sont astrologues? Maintenant, quel est le rôle, quelle est la part de l'astrologie dans l'ensemble? Je répondrai qu'il n'est pas très important. D'abord, premièrement, ça va peut-être vous paraître ahurissant ce que je vais vous dire, je ne travaille pas sur le thème natal. Donc je fais partie d'une astrologie qui n'est pas... Alors, moi, justement, je vous ai dit, je ne fais ni d'astrologie mondiale, ni de l'astrologie natale, je fais ce que j'appelle l'astrologie des leaders, c'est-à-dire les hommes providentiels, si vous voulez, les hommes providentiels. Est-ce que vous travaillez sur leur carte, ces gens? Non, non, je ne travaille pas sur leur carte du ciel. Alors, il y a des configurations, ils sont marqués par ça, ils sont marqués par des configurations qui se produisent de façon cyclique. Donc quand ces configurations se produisent, il y a un réveil de la conscience chez ces personnes-là. Et il y a un réveil parce qu'ils ont une programmation qui leur fait capter ces signaux-là. Et cette programmation, est-ce qu'on pourrait l'avoir dans leur carte ciel? Non. C'est une programmation qui est héréditaire, qui est génétique, etc., tout ce qu'on veut. C'est comme, par exemple, quand Gauquelin, vous demandez à Gauquelin pourquoi les gens réagissent à Mars, il ne va pas vous dire que c'est leur carte du ciel. Alors, on veut dire que la personne a une sensibilité qui fait que quand Mars se présente, à ce moment-là, eh ben, c'est ça, c'est un signe qui lui parle. Alors, j'aimerais comprendre, si vous vous intéressez à l'astrologie, à ce moment-là, c'est uniquement pour voir où sont rendues les planètes mondialement, et ensuite vous essayez d'identifier non, c'est beaucoup plus concret que ça. Les hommes semences ou les femmes semences qui peuvent répondre à ces... Oui, mais aussi la fréquentation de ces gens-là. La fréquentation de ces personnes-là. Entre eux? Non, l'approche de ces gens-là. Okay. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont des moteurs. Donc, ces moteurs sont agis par le cosmos et il est souhaitable d'entablir une relation avec ces moteurs-là, pour être entraîné par ces moteurs. Avez-vous essayé tout de même, dans vos recherches,
de vérifier le thème de naissance de ces personnes-là pour voir si elles avaient effectivement le potentiel pas aussi bien le potentiel, parce que ça peut être le cap d'un chat, mais le potentiel d'un homme semence ou d'une femme semence. Écoutez, moi je vous Exemple, qu'ils auraient comme Roudiard dans leur carte du ciel une conjonction, tout en absurde. Moi je pourrais vous répondre que ça peut être, c'est un domaine de recherche possible, mais à mon avis qui est assez aléatoire, parce que d'abord je ne suis pas du tout certain que, mais ça c'est un débat qu'on pourrait avoir peut-être avec Mme Dufay, mais je veux dire, je ne suis pas du tout un fanatique du thème natal comme étant la clé de l'astrologie pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que effectivement, moi je crois plus aux choses qui commencent qu'aux choses qui arrivent. Donc quelque part la naissance c'est pour moi déjà assez tardif et assez féminin. Donc moi je suis tendance à remasculiniser l'astrologie. Donc tout ce qui est féminin en astrologie, je le rééquilibre. Donc le thème natal étant quelque chose de l'ordre de l'aboutissement, j'ai tendance à vouloir le laisser de côté. Donc de toute façon, je n'interdis à personne évidemment de faire des recherches dans ce domaine-là. Mais moi je suis, vous savez, je pratique une astrologie hyper minimale. C'est-à-dire, un point d'impact, je vais en faire exposer chez les sceptiques, un point d'impact de temps en temps, tous les 7 ans par exemple. Quelques personnes, à ce moment-là, qui captent cet impact, et après, de fil en aiguille, ça s'étend, auprès d'autres personnes qui sont touchées par ce point d'impact. Pour employer une expression qui est liée à la pandémie actuelle, il y a une contamination. C'est-à-dire il y a quelques personnes qui captent, parce que j'en ai parlé presque tout au long du colloque du dimanche, on a travaillé sur la sémiologie, c'est-à-dire sur les signes. Et je disais, les signaux cosmiques, c'est pas évident les signaux cosmiques. Quand vous voulez expliquer à quelqu'un qu'on capte des signaux cosmiques, alors moi j'ai trouvé une solution, j'ai dit, tout le monde ne capte pas les signaux cosmiques, et c'est clair que c'est pas nécessaire, parce que l'humanité, elle fonctionne à travers par signal. On sait bien qu'il y a des vibreurs, et puis qu'après il y a des pouvoirs, et puis après ça se développe, etc. C'est vrai quand vous employez le mot empowerment et power, parce que justement, moi j'ai reformulé l'astrologie dont je parle sous le nom de cosmocratique, c'est-à-dire le pouvoir par le cosmos. Donc là, c'est la science de comment s'exercer ce pouvoir, pas uniquement le pouvoir individuel, mais c'est vraiment l'exercice du pouvoir en sens de capacité de rassemblement, de réunion, d'entraînement, et de pouvoir aussi capter très rapidement les choses avant qu'elles ne deviennent catastrophiques. Là, on a tout à l'heure, une théorie des leaders. Alors effectivement, il y a donc un point d'impact qui se produit. Par exemple, moi je prends toujours l'exemple, j'avais parlé l'autre jour, comme les élections, par exemple. Bon voilà, aujourd'hui, moi je dis toujours, par exemple, hier on avait parlé avec Mme Aubry, par exemple, Jacques Aubry, on a eu une discussion avec des personnes, et on disait, finalement, les élections américaines, c'est pas de l'astrologie, c'est de la pseudo-astrologie. C'est-à-dire qu'ils ont quand même gardé une sorte de paradigme comme ça, que tous les X années il faut se retrouver. Ben, je dis, il ne faut pas cracher dessus, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, mais le schéma mental est proche de celui de l'astrologie. Et moi, mon schéma mental, il est assez proche de ça. Donc, dans mon système, c'est tous les 7 ans. Je dis à Saturne, rencontrons les 4 étoiles fixes royales, c'est très spécial. On appelle l'astrologie Four Stars Astrology. Donc, point d'impact, seules quelques personnes, parce qu'ils sont descendants de la caste des prêtres qui, eux, travaillaient spécialement avec le cosmos et qui ont élevé leur progéniture dans le respect de ces configurations, etc., etc. Et puis, des millénaires après, il y a encore des gens qui sont comme ça, marqués par ça. Et ces gens-là, ils vont être les interfaces entre nous et le cosmos. Et à partir de là, eux, par contre, j'en parlais avec Jacques Sirière, il dit, voilà, bon, vous rencontrez un personnage comme ça, bon, ben, vous n'avez pas besoin d'être capable de capter ces signaux cosmiques. Vous êtes en face d'une personne, elle est là, devant vous. Et le signal, il est beaucoup plus présent déjà. Il est là, voilà. Vous avez quelqu'un qui vous entraîne. Donc les gens, ça fait la logique de notre discussion, il y a des gens qui ne captent les choses que quand elles sont incarnées, quand elles sont concrétisées. Moi, il y a une chose que j'essaie de comprendre dans l'échange que nous avons à l'heure actuelle. Je vous ai demandé, on n'était pas enregistré à ce moment-là, quel était un de vos objectifs à rencontrer les astrologues, les mettre en commun, leur permettre d'échanger. Mais la plupart des astrologues que vous rencontrez, moi je suis sûr, en avançant un chiffre du haut de la tête qui est tout à fait gratuit, 90% des astrologues travaillent à partir du thème natal, travaillent à partir des transits. Alors,
Vous voulez qu'ils échangent à partir de quoi à ce moment-là si, en partant, vous n'utilisez pas leurs outils de travail? Si vous n'utilisez pas l'expertise qu'ils ont pu développer dans ce qu'ils font. Je veux dire, très rapidement, il va y avoir à l'intérieur du groupe des dissensions, de l'agressivité intérieure, il va y avoir... je ne dis pas que vos préoccupations de recherche ne sont pas valables. Je vais vous dire, quel est votre objectif à ce moment-là? De rejoindre ces gens-là, peut-être de vouloir les convaincre, je ne sais pas. Et c'est évident que si vous avez 40 personnes qui font ce métier-là depuis longtemps en utilisant les éléments tels qu'on les conçoit en astrologie, vous ne ferez pas nécessairement des personnes qui sont très ouvertes aux valeurs que vous voulez transmettre. Oui, vous avez tout à fait raison de poser cette question, Eric Brown. Cela dit, si vous visionnez dans quelques jours notre colloque qui a eu lieu il y a 3 jours, vous verrez comment ça s'est passé. Vous verrez, on a eu un colloque qui a duré de midi à 20h. Enfin, bon, on a discuté un certain nombre de questions. Bon, effectivement, moi je suis très socratique. Oui, mais je crois que c'est... Parce qu'il faut se rendre. Oui, mais de toute façon, le temps est compté.